Bonjour, je m'appelle Stanislas Franquiel, je suis historien du sport, maître de conférence. Je vais vous parler aujourd'hui d'une célèbre équipe, l'équipe du FLN, un des plus grands symboles de politisation du sport, 1958-1962. Cette équipe du FLN est finalement composée de 29 joueurs algériens qui officient dans le championnat de France, sachant que en France, dans les années 50, on compte une trentaine de footballeurs professionnels dans les clubs de première et de seconde division, ce qui en fait la plus grande cohorte de footballeurs africains. L'équipe du FLN est composée de joueurs qui, contrairement aux apparences, ne constituent pas la première génération de footballeurs algériens en France, puisque je vous l'ai dit, il y en a depuis les années 1930 en France avec des internationaux. Le premier international algérien qui joue en France, c'est Ali Benouna, FC 7, et qui va être sélectionné en équipe de France au milieu des années 30. Moi, ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que cette équipe du FLN amène à de nouveaux projets de recherche que nous pourrions mener ensemble avec la Fédération algérienne de football. Vous le savez, mon livre va arriver, issu de ma thèse, et surtout des projets de recherche que nous pourrions mener avec des doctorants, c'est-à-dire des thésards, on pourrait faire des partenariats entre universités françaises, Algérie, Fédération algérienne de football, parce qu'il y a plein de chantiers à explorer. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a affaire, il faut le noter, à des joueurs qui à aucun moment, en tout cas ceux que j'ai rencontrés en Algérie et en France lors de ma recherche en 2006-2007, les survivants de l'équipe du FLN, à aucun moment ces joueurs n'étaient contre la France. Ils étaient contre un système colonial. Et il faut bien voir la différence. Un système colonial discriminant. En France, dans la métropole, avant 62, ils ont acquis un statut social et conquis une improbable ascension sociale. Alors effectivement, ces départs clandestins vers Tunis se font avec une véritable logique d'affiliation politique. C'est-à-dire que aucun joueur, Kermali, Keroum, Roy, Ibrir et tous les autres, Bentifour, aucun joueur n'était insensible aux discriminations concrètes qu'ils avaient subies, que leur famille subissait en Algérie, insensible aussi à l'avenir de l'Algérie algérienne. Néanmoins, ils n'ont jamais été, pour la plupart, des militants politiques. Peut-être sauf certains comme Abderrahmane Ibrir ou Abdelaziz Bentifour. C'était des joueurs plutôt bien intégrés en France. Ils gagnaient des salaires conséquents, ils roulaient dans des voitures, ils vivaient dans des maisons confortables. Certains jouaient à Monaco. En 1957-1958, 5 footballeurs de l'équipe du FLN, de la première vague, jouaient à l'AS Monaco, le prestigieux AS Monaco. Ils vivaient une vie de prince sur la principauté. Alors, on voit aussi qu'il y a, pour certains, et Mustapha Zitouni le dira, courageusement, il y a aussi une peur, la peur de se faire menacer par le FLN en cas de refus, la peur de représailles, au moment où le FLN mène une lutte sanglante contre son rival, le MNA. On voit que tous ces joueurs sont partis. Certains, néanmoins, ont refusé le départ. Je pense à Kader Firoud, alors entraîneur chez les Crocodiles nîmois. Je pense à Salah Djebaili, futur recteur de l'université d'Alger. Je pense également à Maï Kenan, qui sera international français en 1961, qui refuse le départ et qui, après l'indépendance, après 62, ne subiront jamais de menaces de l'équipe du du nouveau gouvernement algérien. Ils ne seront pas rayés par la FAF. La preuve, en 62 et en 63, Maï Kenan, lui, est sélectionné avec la nouvelle équipe nationale algérienne de football. Certains footballeurs de l'équipe du FLN ont plus gagné que d'autres. Certains ont été oubliés, certains ont dû réclamer le fait d'être reconnus comme membres de l'équipe du FLN. Vous savez, dans cette équipe du FLN, il y a eu 4 vagues de départ entre avril 1958 et novembre 1960. Évidemment, c'est les joueurs de la première vague, le clan des Sétifiens, renforcé par Achille Mekloufi, les premiers qui ont été les joueurs les plus en vue, qui ont gardé les places de titulaires dans cette équipe, qui ont fait les tournées internationales les plus prestigieuses. Ces footballeurs
ont fait un sacrifice pour l'histoire, et je pense notamment à ceux de la première vague, ceux d'avril 1958. Ce sont ceux qui sont partis le plus, oui, dans la plus grande incertitude. On peut penser à Mustapha Zitouni, marié à Ghislaine Zitouni. Mustapha qui va jouer la Coupe du Monde 1958 en Suède, qui est un titulaire dans l'équipe de France, qui a mis à la porte Robert Jonquet. Eh bien pour lui, mettez-vous à sa place. Il a tout sacrifié depuis ses débuts à Saint-Eugène, Alger, pour jouer en équipe de France, bataillon de Joinville, Cannes, Monaco. Il joue à Monaco. Il doit tout quitter. Mettez-vous à sa place. Que faire? Mais il va pas se poser de questions. Il va tout sacrifier pour son pays, pour son idéal aussi. Mais finalement, est-ce qu'il va être vraiment récompensé après l'indépendance de 62? Nous sommes en 1962. Plus de 10 millions d'Algériens peuplent ce pays qui vient d'obtenir son indépendance. On trouve alors en France à peu près 350 000 immigrés algériens. Dans cette équipe du FLN, il y avait donc 29 joueurs professionnels, qui étaient jusque-là professionnels en France. 16 d'entre eux vont revenir en Algérie. Algérie qui est encore traversée par une crise politique en juillet 62, où là aussi la plus grande incertitude règne. Il y a aussi des problèmes de sécurité et de pauvreté, notamment liés au départ d'1 million de pieds noirs. 13 footballeurs professionnels vont, eux, choisir de revenir jouer dans l'ancienne métropole en France, où certains transitaient par la Suisse. Comment vont-ils être accueillis? Eh bien, il faut dire que leur statut sportif pèse beaucoup sur leur accueil. Rachid Mekloufi, dès décembre 1962, après un intermède aux Servettes de Genève de Jean Snella, va revenir à Saint-Étienne. Et finalement, jusqu'en 1968, personne ne pourra lui reprocher d'avoir conquis plusieurs titres de champion de France. Abderrahmane Soukane, lui, revient au Havre en 62 avec son frère Mohamed. Il va négocier son salaire à la hausse. Ce buteur incontestable au Havre, au Red Star et aussi à Toulouse va vivre une fin de carrière professionnelle plutôt sereine. Donc on va dire que ces footballeurs, une fois leur contrat professionnel homologué de nouveau par la commission juridique de la Ligue nationale de football, vont vivre une seconde carrière, je dirais, la plus confortable possible. En France, ils avaient acquis à la fois les armes de la modernité, mais aussi parfois gagné beaucoup d'argent et rencontré l'amour. Malgré tout, l'expérience parfois va tourner court, va être plus difficile. On pense à des joueurs comme Saïd Amara ou Abdelkrim Keroum qui, au bout d'un an ou deux, vont mettre un terme à leur contrat professionnel, vont parfois le racheter, comme Amar Rouaille. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison? Il y a à la fois la hantise de l'OS, il y a les moqueries de certains pieds noirs, et puis parfois certains joueurs se font prendre à partie, surtout dans les villes du sud de la France, où je pense à Saïd Amara qui a été menacé physiquement par des dizaines en fait de supporters de l'équipe adverse, qui justement, voilà, les insultes aussi dans les stades étaient de plus en plus difficiles à supporter. Et puis il y avait cette perspective à un moment de se reconvertir professionnellement. La France offrait peu de perspectives. Et en Algérie, tout était à reconstruire pour ces joueurs de l'équipe du FLN qui, quoi qu'il arrive, étaient reclassés à l'échelon 13 comme prof de PS au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports algérienne. Pour la plupart, quand ils sont revenus en Algérie, ils ont repris des équipes de première division, des équipes de football, et ils vont ainsi contribuer à la renaissance du football algérien. Parce que très vite, ces footballeurs, pour certains, vont être confrontés au système du football local, basé sur l'amateurisme, le clientélisme, également la corruption, et l'interdiction pour tous les footballeurs locaux de bon niveau de quitter l'Algérie pour aller se professionnaliser à l'étranger. J'aimerais que l'on retienne le sacrifice de tous ces joueurs qui sont partis dans la plus grande incertitude. Je pense aux joueurs évidemment, mais je pense évidemment à leurs épouses. Pour la moitié d'entre eux, des épouses françaises, des Catherine Bentifour, des Monique Roy, etc., etc. Ces femmes françaises jeunes qui s'étaient mariées avec des footballeurs algériens, franco-musulmans à l'époque coloniale, ont tout quitté, elles aussi, dans la plus grande clandestinité. Il faut souligner leur courage, et souvent, elles ont été oubliées après l'indépendance de l'Algérie en 1962. On voit bien que cette équipe du FLN repose aussi sur des cheminements intellectuels, des cheminements politiques, mais aussi des cheminements familiaux. Le courage de ces femmes, notamment françaises, qui ont suivi
les yeux fermés, leurs maris, qui ont tout quitté, leur confortable train de vie, pour aller rejoindre la clandestinité, est admirable. À plus long terme, les footballeurs de l'équipe du FLN sont tombés tranquillement dans une forme d'oubli en Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que dans les années 90, au cœur de la décennie noire, l'État algérien les a fait quelque part ressortir du chapeau, car on avait besoin de symboles forts, déjà de symboles de moudjahidines du football, de personnes qui se sont sacrifiées et qui symbolisent le sacrifice, le courage, la jeunesse et l'unité de la nation. Et c'est pas un hasard si en 1999 a été posée la stèle de l'équipe du FLN près de la Grande Poste d'Alger. Ce n'est pas un hasard ensuite si la fondation de l'équipe du FLN a été créée. On voit bien que l'équipe du FLN, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu rassembleur. Et ce qui est intéressant, et il faut le noter, c'est que cette nation algérienne, cette nation algérienne a été, cette idée de nation algérienne s'est montrée dans le monde entier grâce au football. Autrement dit, c'est par le football, une arme culturelle occidentale, que la nation algérienne s'est affirmée dans le monde entier, que le drapeau s'est levé et que l'hymne national commençait à être joué alors qu'il était interdit. Autrement dit, cette assimilation culturelle s'est poursuivie dans la radicalité politique. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui est aussi à la fois très fort, très radical, mais aussi très ambigu. C'est-à-dire que des processus d'acculturation qui sont nés avant l'indépendance, tous ces footballeurs de l'équipe du FLN et tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans cette équipe mais qui jouaient en France, parlent français, admiraient la France, écoutaient la musique française, parlaient français, allaient à l'école française, allaient au cinéma depuis l'Algérie, et on voit bien que ces processus d'acculturation se sont poursuivis. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.